Ah oui, d'accord, ok. Bonjour à tous. Donc moi je suis Bertrand Zwiderski, ça fait 11 ans que j'exerce la fonction de RSE au sein du groupe Carrefour. Et alors, ce que je dois vous parler de carbone et de ce que l'on a fait sur le carbone. Mais si vous voulez, on peut essayer d'explorer un peu différents domaines. Je sais qu'il y a eu des questions, et j'ai vu avec ma collègue de Kiabi qu'il y avait des questions qui étaient dans tout autre domaine. Donc je ne sais pas si vous vous focalisez uniquement sur le carbone, mais je peux essayer de vous présenter un peu comment on construit chez Carrefour notre equity story en matière de responsabilité sociétale, et puis comment on répond aux clients, comment on essaie de mener des actions avec les clients. Donc d'abord, je vais vous faire un brief sur le carbone. Donc sachez que le sujet carbone, on le traite on le traite vraiment sur la partie économie d'énergie depuis qu'on a mis en place une alliance en 2011 pour ce qu'on appelle fermer les meubles froids. Vous voyez ce que c'est fermer les meubles froids? Vous voyez? Donc vous imaginez qu'avant, un magasin, vous aviez des magasins. Nous, on a 13 000 magasins dans le monde. Vous aviez des magasins dans lesquels vous alliez aux produits frais, et aux produits frais, les portes étaient ouvertes. Donc vous aviez des portes ouvertes. Donc, moi, j'arrive chez Carrefour et je me rends compte de ça. C'est-à-dire qu'en tant que client, je ne l'avais pas vu. C'est-à-dire qu'en tant que client, ça me paraissait. Je vous dis la vérité de ce que je pense, hein. Je ne suis pas le roi des écolos, peut-être. Mais en rentrant dans le magasin, je ne l'avais pas vu. Maintenant, aujourd'hui, je vois que ça. Mais c'est-à-dire qu'on avait des meubles qui étaient des meubles ouverts. Et je me suis dit, la première action qu'on va mener sur la réduction de consommation d'énergie, c'est d'essayer de fermer ces portes. Donc, fermer ces portes, c'est un challenge. C'est un gros challenge, et c'est mon premier challenge. À votre avis, pourquoi c'est un challenge dans un magasin de fermer les portes, d'avoir des portes sur les réfrigérateurs? Parce que c'est clair, c'est la grosse galère. En fait, je me rendais pas compte, hein. Ça veut dire que déjà, les magasins, depuis 60 ans, les produits sont rangés horizontalement. Donc maintenant, on va les ranger verticalement, parce que les portes vont nous obliger à avoir un rangement vertical. Ensuite, à chaque fois qu'on ouvre la porte, ben, on a un caddie qui bloque, etc., etc. Donc en fait, on a un problème. Et ensuite, à chaque fois qu'on va ranger on va remettre les produits en magasin. Vous savez que tous les matins, on fait une rotation des produits en magasin. Donc on met les produits, vous connaissez ça, je pense que beaucoup de clients prennent les produits qui sont les plus au fond. Pourquoi vous faites ça? Ouais, ça nous arrange ou pas ça? Ça nous arrange ou pas ça? Donc on abordera le sujet gaspillage alimentaire. Ça nous arrange pas du tout que vous allez chercher les dates les plus longues devant, parce que nous on vous met les dates les plus courtes devant. Donc, mais tous les matins, sur chacune des références, alors à part au fromage, où on fait 50-60% des références, mais on fait une rotation des produits. Donc ça, les portes, elles nous gênaient aussi. Et là, devant ce problème-là, il a fallu, un, trouver la technologie, mais deux, il était impossible de le faire seul chez Carrefour. Ça veut dire qu'il était impossible que nos concurrents, etc., n'aient pas aussi à fermer les portes. C'était un enjeu concurrentiel tellement fort que les équipes magasins, elles mettaient une résistance tellement importante qu'il a fallu faire un accord de place. Et c'est la première fois, je dirais, que l'action sociétale, on s'est posé la question de se dire, bah tiens, un Casino, Auchan, Leclerc, etc. Enfin, Leclerc fait toujours un peu cavalier seul dans notre domaine, mais on se téléphone tous et on se dit, bah tiens, et si on faisait un accord de place? Et on a fait un accord de place pour fermer les meubles froids. Alors, ils ne sont pas toujours tous fermés, hein. Vous avez vu qu'il y a des meubles qui sont encore ouverts, il y a des meubles qui ont un rideau de nuit, etc. Mais c'est la première fois qu'on mène une action, qui va nous permettre de réduire à cette époque-là de 7% la consommation d'énergie. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, la consommation d'énergie d'un magasin, c'est 49% lié à l'électricité. Et c'est notamment lié Enfin, pardon, les émissions de CO2 d'un magasin, c'est 49% l'électricité. Et à 35% qui sont liés, à votre avis, à quoi? Au froid, à la production de froid en magasin. La production de froid, et notamment la production de froid, et c'est ce que j'ai découvert quand je suis arrivé, dans un magasin, dans la distrib de manière générale, dans le monde complet, on a des centrales froids qui sont un peu externes au magasin. Et en fait, on va véhiculer le fluide frigorigène jusqu'à la détente dans le magasin. Donc ça veut dire, si vous n'êtes pas tous des experts de ce secteur, mais ça veut dire qu'en fait, c'est comme si dans votre réfrigérateur, j'avais un compresseur dans le salon qui m'amenait avec un tuyau le fluide, et que ce fluide m'amène au détendeur de réfrigérateur. Donc vous imaginez, le taux de fuite était énorme. Donc dans les magasins, dans la grande distribution, on a la coutume de dire qu'on perd 17% de fluide frigorigène par an. Donc c'est la source d'émissions de CO2 majeure pour l'ensemble du secteur, je dirais alimentaire, retail et chaîne d'approvisionnement. Donc vous voyez, quand il fallait résoudre le problème des meubles froids, après il a fallu résoudre le problème de la production de froid. La production de froid, pour comment la résoudre? Eh bien, il y avait deux choix. Le premier choix, soit on allait vers des fluides qui sont les moins en moins émetteurs. Vous avez entendu parler de ça ou pas?
Vous avez les CFC, les HCFC, les HFC, etc., etc., etc. Et ça, vous avez un protocole mondial qui vous dit de les réduire. Mais nous, on est mondial. Ce protocole, il arrive en loi européenne. Mais quand on a des magasins au Brésil, en Argentine, ils n'ont pas la même réglementation. Donc, nous, on fait le choix de ne pas suivre cette vision-là, cette vision d'un fluide qui va toujours être le moins en moins émetteur. Moi, j'étais persuadé en 2013 que, vous voyez, on allait avoir des HFC, des HHFC, des CFO, des CFOCC, etc. Et à la fin, on allait toujours avoir de moins en moins d'émissions de CO2. La technologie, en fait, la chimie allait toujours trouver une solution. Donc là, on a fait une rupture. On a décidé, nous, de faire une technologie au CO2. Donc en fait, on comprime à forte pression du CO2 et on arrive à le détendre. Et sa détente, elle produit du froid. D'accord. Enfin, elle aspire de la chaleur, elle produit du froid. Et donc, on a fait cette technologie-là. Et ça a été le plus grand pas qu'on ait fait dans le secteur de l'émission de CO2, puisque on a dû investir dans les nouvelles centrales froides. On a dû développer la technologie, la faire transiter au Brésil, en Argentine, en Pologne, en Roumanie, des pays qui ne connaissaient pas du tout ces technologies-là. En Espagne, sachant que l'Espagne, à Séville par exemple, il fait très chaud, donc on a du mal, on a dû essayer, etc. Et donc on a standardisé une technologie qui s'appelle la technologie centrale froid CO2. Aujourd'hui, c'est la majorité de nos émissions de CO2. Tout ça pour vous dire, et ça c'est important, parce que je vous donner le premier exemple qui est un accord de place. Un accord de place parce que sinon je ne peux pas bouger. Et je vous donnerai un autre accord sur le plastique qu'on a fait après. Un accord de place parce que quand vous bougez et que vous sentez que vos concurrents ne bougeront pas, on fait un accord de place. Surtout quand ce n'est pas concurrentiel. Ensuite, le deuxième outil qu'on a utilisé, c'est qu'on a fait une rupture technologique. On a investi dans cette technologie qui s'est démocratisée et qui est devenue moins chère et qui a permis à ce que tous les autres distributeurs s'engouffrent dedans. Et que toutes les agences multitechniques, elles s'engouffrent dedans. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire. Et là, c'est à ce moment-là où on s'est posé la question de notre scope 1 et 2. Ça, vous connaissez tout ça, en fait. Je ne sais pas si tout le monde est alerte sur les sujets de diagnostic gaz à effet de serre. Donc, il faut savoir que nous, on fait 1,5 mégatonnes d'émissions de CO2 sur notre scope 1 et 2. Donc, sur le 1,5 mégatonnes, ce que je vous ai dit, en 50% électricité, on a 35% qui sont liés au froid. Sur les 1,5 mégatonnes, c'est pas, vous ne le donnez pas dans la presse, mais moi aujourd'hui, là-dessus, je sais que si je dépense 1,7 milliard d'ici 2040, et qui sont déjà budgétés, eh ben, je vais réduire de 75% mes émissions de CO2 du scope 1 et 2, notamment par ces centrales froides, par l'éclairage LED, par la détection en magasin et par la GTC. Donc je connais technologiquement tout ce qu'il faut faire. Après, pour réussir à gratter 5%, il faut vraiment une conscience, il faut vraiment qu'en magasin, la détection en magasin, la GTC, la GTC centralisée. Et en fait, les 5% que j'ai à gagner, sur lesquels je peux gratter sans mettre de l'argent, c'est le comportement humain. C'est par exemple des choses traditionnelles dans le secteur. Vous voyez sur les marchés, quand vous voyez les marchés à Paris, etc. Quelquefois, il y a des blocs de glace qui restent à la fin des poissonniers. Bon, mais en fait, quelquefois, ils aspergent de l'eau dessus. Vous avez jamais vu? C'est de l'eau chaude. Parce qu'en fait, c'est pour éliminer la glace. Et donc ça, c'est une pratique très courante dans le secteur. C'est-à-dire que dans le secteur, vous mettiez toute la glace du poissonnier et puis vous mettiez de l'eau chaude pour tout faire fondre. Et il y avait même des gens qui avaient créé, en 2014, ils avaient créé des genres d'entonnoirs comme ça, des entonnoirs avec une résistance électrique, et ils mettaient la glace dedans pour la faire fondre. Donc vous imaginez tout ce qui était inventé, c'était incroyable. Et donc tout ça, moi je découvre, et les berlus, je dis, vous êtes complètement fous quoi. Mais c'était la réalité. C'était cette réalité-là qu'il a fallu transformer. Maintenant, je pense que c'est assez acté, mais ces 5%-là, ils sont difficiles à gratter quand même. Parce que, vous voyez, une chambre froide. Vous imaginez une chambre froide en restant dans le poisson. Vous l'ouvrez, vous mettez votre transpale, vous prenez des trucs, vous ressortez, vous revenez toute la matinée, etc. Allez dire à quelqu'un de la refermer à chaque fois, à la rentrée, etc. Ces 5%, ils vont être difficiles. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, avec les 1,7 milliards, on réduira de 75%. Il nous restera à faire les énergies renouvelables, à développer les énergies renouvelables par deux méthodes. La méthode que l'on imagine la plus simple, qui est la plus complexe, c'est la production chez nous, sur nos magasins. Donc ça, c'est très complexe, parce que nos magasins, ils n'ont pas la portance nécessaire. Donc on sait que maintenant les panneaux vont être plus légers, mais ils n'ont pas la portance nécessaire. Ensuite, l'étanchéité est notre sujet numéro 1 nous, elle peut être rompue. On a pas mal de difficultés à le faire. On le fait, on a pas mal de difficultés. Et sachez que même si on couvre, c'est 10% notre consommation d'énergie. Et donc le reste, ce sont des pipiers. C'est de l'achat d'énergie à un tiers, du développement de parcs éoliens, etc. D'abord en Argentine, au Brésil sur l'hydraulique. En France, c'est le plus complexe, puisque c'est très combattu. En Espagne, en Italie, en Belgique. D'accord. Donc, et avec ça, on estime qu'on aura pu avoir, vous voyez, une réduction de 75% de nos émissions de CO2. Et le talon qui reste ici, ce sera des énergies renouvelables. Et j'espère que, donc, normalement, la courbe devrait se croiser.
Et à ce moment-là, on pourrait considérer qu'on a, on a contribué à une neutralité carbone, puisqu'on a réussi à faire émissions et on a réussi à faire énergie renouvelable plus réduction des émissions. C'est clair ou pas? Scope 1-2. Pour l'instant, j'ai rien abordé d'autre. Je vous ai expliqué l'histoire de 2012, les deux techniques qu'on a utilisées, et ensuite les émissions, et ensuite le développement de CAPEX. CAPEX, c'est l'investissement, la courbe d'investissement, la négociation, les achats d'énergie renouvelable, les PPA, etc. Et puis notre objectif 2040. Ça vous va? Jusque-là, fastoche. Alors ça, par contre, c'est rien du tout, ça. Hein. Ça, c'est rien du tout. Donc ça, c'est le scope 1-2. Et le scope 3, c'est 98% de nos émissions de CO2. Hein, qui sont, dans les 98%, il y a 71% qui sont liés à nos achats de produits et services, donc tous les produits qu'on commercialise. Dans les 71%, il faut imaginer qu'il y a 50% quand même qui sont liés à tout ce qui est produits laitiers, à matière animale, etc. etc. Hein, donc ça vous donne un peu le profil. Au-delà de 71%, il y a une partie qui est une partie liée à l'utilisation des biens et services, et on vend du carburant. Donc, et on vend des produits non alimentaires. Et puis après, on a tout le transport amont. Le transport amont, c'est pas énorme. Hein, le transport amont, c'est 6 ou 7% de nos émissions du scope 3. Donc ça, c'est ce qui est en amont encore de nos plateformes logistiques. Et on a considéré le transport depuis la plateforme jusqu'à nos magasins dans le scope 1-2. D'accord. Donc, je vais vous parler rapidement du transport. Le transport de notre plateforme, vous voyez bien, hein, donc, des bateaux qui arrivent, ou des trains, ou des camions, etc., qui arrivent à notre plateforme. De notre plateforme jusqu'au magasin, ça c'est du camion. Okay, donc on a une soixantaine de plateformes en France, on a une répartition géographique des plateformes logistiques. Et là, c'était pareil. Donc là, c'était 2013. Et 2013, c'était, soit on fait la méthode traditionnelle. C'est quoi la méthode traditionnelle qu'on utilise généralement pour réduire l'impact du transport? Parce qu'on entend souvent un peu, comment vous réduisez l'impact du transport? Ça m'embête dans votre truc là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, bon, ça, je pourrais y revenir. Ça, malheureusement, j'ai essayé, c'est très énergivore. En fait, ce qui est énergivore dans le transport, et je ne savais pas, c'est tout ce qui est perte de charge. Ça veut dire que dès qu'on va avoir une mise à quai, là, on consomme à fond. Donc, c'est là où c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit généralement dans le transport? Ouais, non, alors avant ça, Euro 1, 2, vous avez déjà entendu? Euro 2, 3, 4, 5, 6, 7. En 2013, tout le monde me disait il faut passer à Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 8, etc. Les normes de camions, etc. etc. Donc, et à cette époque-là, on sent arriver une problématique qui est l'entrée de centre-ville. On sent arriver que l'entrée de centre-ville, ça sera peut-être un peu compliqué. Ça veut dire que ce sera compliqué de faire rentrer un camion qui va émettre des particules fines en centre-ville. Tout ça, on était très exposé au marché indien, marché chinois, etc., qui eux avaient déjà vu les soubresauts, hein, des particules dans l'atmosphère, etc. Donc là, on se dit, il faudrait trouver une solution qui nous permette d'avoir moins d'émissions de CO2 et de plus avoir de particules. Mais aussi, il faut une solution, et déjà, vous voyez, c'est un sujet de résilience, hein, je vais en reparler après, de la résilience. C'est de se dire, est-ce que j'ai une énergie aujourd'hui qui dépend pas d'un import, d'un import de fuel, etc., etc. Quelle énergie? Et là, on se dit, on rencontre Engie, Air Liquide, on rencontre Veolia à l'époque, la SOR, Suez, etc. Et on se dit que nous, on peut transformer nos biodéchets. Nos biodéchets, on peut transformer en biométhane. Le biométhane, on peut réutiliser le biométhane dans nos camions. Et nos camions, faire livrer les magasins. Et donc ça, on se tape dans la main avec Engie, Air Liquide, Engie et comment il s'appelle le transport GRDF, pardon. GRDF est OK pour nous transporter du biométhane. Ensuite, nous, il nous faut mettre nos biodéchets dans des biométhaniseurs. Donc ça, on trouve avec deux marchés, un Veolia notamment. Et après, Air Liquide finance la partie qui permet du biométhaniseur de mettre dans le réseau gaz. Et Engie et Air Liquide financent les stations. Donc on a tout l'écosystème. Après, il nous reste à trouver le moyen de financer les camions biométhane qui sont plus chers, qui n'existent pas à l'époque. Donc on les paye 5% plus cher. On fait un contrat de 5 ans avec nos fournisseurs et en fait ça marche. La mécanique, elle fonctionne. C'est-à-dire que, et là je vais donner une autre technique aussi, c'est que nos stations de biométhane, on les laisse ouvertes à tous. C'est-à-dire que ce pas des stations Carrefour. Elles sont à côté de notre plateforme logistique quand même, mais elles sont ouvertes à tous. Tous les autres distributeurs, tous les autres camions peuvent y aller. Et ce qui nous permet, nous, de dire, bah écoutez, nous on aura le meilleur prix parce qu'on est les premiers,
Et par contre, c'est ouvert à tous ceux qui veulent se servir en biométhane. Et c'est ce qui fait qu'on déploie les camions, les biométhanes. On a 20 stations aujourd'hui. On a 650 camions sur une flotte de 1200 camions. À mon avis, on sera à 1200. Là, on a été impacté par la crise. On sera à 1200 dans un an ou deux. Un camion biométhane, c'est zéro particule fine, hors pneus. Et c'est 80% d'énergie CO2 en moins. Mais c'est surtout l'indépendance énergétique. D'accord ? C'est-à-dire que le biométhane, je l'ai produit ici. J'ai pas besoin d'acheter. Et ça, c'était un pari à l'époque qui a coûté de l'argent, qui a coûté des émissions de CO2 aussi, etc. Et qui a porté ses fruits. Mais je vous répète, ça reste une petite partie de nos émissions de CO2. Au premier appel d'offres. Au premier appel d'offres. Au premier appel d'offres, ce qui est génial, mais je pourrais y revenir après, c'est que quand tu es premier et quand tu es tout seul, tu fais un appel d'offres un peu candide. Et puis tu te rends compte qu'il y en a un qui te rend un prix comme ça et l'autre qui te rend un prix comme ça. Tu te dis, waouh, le marché, si par exemple j'achète des pains au chocolat, je vais avoir une différence de prix qui va être très ténue, le marché il est connu. Par contre, quand je me rends compte qu'il y a un écart qui est monstrueux, je me dis qu'en fait, celui qui me fournit le biométhane, il ne connaît pas, il spécule. Et donc dans ces cas-là, nous, on a tiré le prix pour essayer de trouver le prix réel de l'émission. Et donc nous, on a eu ce prix-là. Et donc ce prix-là était inférieur au gaz naturel. Par contre, le prix inférieur au gaz naturel était pas compensé encore par le coût, l'amortissement, de la station et l'amortissement de l'achat des véhicules. Chaque véhicule nous coûtait plus cher. Et chaque véhicule, en fait, c'était assez long à produire. C'est Scania et Iveco que nous ont produit, c'était assez long à produire. Et puis, vous allez voir que notre frein numéro 1, ça a été quoi, à votre avis, notre frein numéro 1 sur ce projet? Ça l'est encore d'ailleurs. Bon, ça l'est moins, mais en France, non, mais en Italie, oui. Non. Non, mais ça, je vous en parlais, les réglementations, c'est pas un frein. Qui est-ce qui dit les conducteurs? Pourquoi? Eh ouais. Ouais. Ah, c'est clair, j'ai dû au moment de. Bon, moi je suis le technocrate, hein, etc. Donc je suis censé ne pas connaître comment fonctionne un camion, etc. Donc en fait, les gars, ils m'ont demandé, ils m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte, il n'y a pas de reprise. Le camion n'a pas de reprise, vous conduisez jamais dans Paris, ça c'est vrai, ok, bon. Et donc il n'y a pas de reprise. Et donc le sujet numéro un, c'était la peur accidentogène du manque de reprise. Et c'est vrai, hein, j'y suis allé dans un camion, ils m'ont fait faire un camion diesel et un camion biométhane. Quand tu appuies sur l'accélérateur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc le sujet numéro un était vraiment l'adaptation à la conduite des équipes. Aujourd'hui, ils ne reviendraient peut-être pas en arrière. Aujourd'hui, il n'y en a pas en arrière, mais ça a été quand même un frein humain. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, sur l'énergie, c'est pareil sur la partie transport. Donc voilà, alors ça c'était la part. Là, je vous l'ai dit, c'était encore du scope 1, 2. Sur le scope 3. Sur le scope 3, vous avez bien vu, hein, donc produits et services. Donc pour produits et services, il faut considérer que si je veux réduire mes émissions de CO2 du scope 3, je dois emmener mes fournisseurs. Et pour emmener mes fournisseurs, je vais emmener les plus gros. Et pour emmener les plus gros, il faut que je leur impose. Et pour leur imposer, on a mis en place un projet qui s'appelle 20 mégatonnes. En fait, le scope 3, c'est pas tout à fait quantifiable comme on imagine le scope 1 et 2. Le scope 3, c'est beaucoup plus, en tout cas dans notre scope 3 à nous, c'est quand même très difficile de quantifier vraiment de manière régulière. Par exemple, le scope 1-2, moi par mois, je connais les émissions de CO2 de manière très précise sur la donnée réelle. Mon scope 3, je ne le connais pas sur une donnée réelle. Mon scope 3, je le connais sur des estimations de données, etc. Au fur et à mesure, dès que j'ai la donnée réelle, je l'intègre à l'intérieur. Mais par contre, j'ai pas une donnée réelle en live. Je ne peux pas dire qu'avec mon téléphone, aujourd'hui avec mon téléphone, je peux connaître les émissions de CO2 de tous les magasins. Mais je ne peux pas connaître l'émission de mon scope 3. Donc en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, on prend un engagement de 29% des émissions de scope 3 en moins. 29%, on fait 100 mégatonnes dans notre scope 3. D'accord. Donc, et cet engagement de 29%, on va d'abord le traduire en 20 mégatonnes. Ça veut dire qu'on a fait le pari de réduire de 20 mégatonnes avant 2030. Et donc là, on demande à tous nos fournisseurs d'inscrire les émissions qu'ils ont réussi à ne pas émettre, hein, sur une plateforme qui s'appelle la plateforme 20 mégatonnes. Et en fait, ça a été notre astuce pour éviter le pourcentage, pour éviter d'avoir un reporting qui soit un peu changeant chaque année, etc., etc., et de se dire qu'on avait une base qui est une base de 20 mégatonnes. Et quand on réussira à faire 10 mégatonnes, je pense qu'on passera à 30 mégatonnes, etc., etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même le gros sujet de la viande, des produits laitiers, des produits carnés de manière générale et des produits laitiers. Alors là, je peux vous dire que c'est pas simple. C'est pas simple parce que nous, bon, déjà, on peut pas ouvrir un magasin sans viande, hein, c'est sûr, c'est pas facile. Donc il y a plusieurs façons d'agir. D'abord, en alimentation animale,
La façon d'agir, c'est sur la nourriture animale. C'est de se dire, est-ce que on a besoin de donner du maïs ensilé aux ruminants qui émet du carbone, du méthane? Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Donc c'est pour ça qu'on a développé des techniques avec de l'herbe, des techniques avec des févrols, avec d'autres protéines. On a développé dans le sud-ouest, par exemple, toute une filière de soja du sud-ouest. Vous savez d'où vient le soja ou pas? Non? Soja, Brésil majoritairement. Soja, déforestation, Brésil. Donc on essaye de faire un soja sud-ouest. Pas facile, un soja sud-ouest. Pas facile, parce que le soja, en termes d'impact environnemental, le soja ou le maïs, il y a compétition, hein. Donc, et par contre, c'est une protéine qui est très, qui est très nutritive pour les animaux. Et donc en fait, et le soja de France, il est plus gras. Il est plus gras. Donc en fait, il y a des sujets sur lesquels dans les silos ça devient gras, etc. C'est pas si simple que ça. Bref, on le fait quand même. On se rend compte qu'après, il faut diversifier les protéines. Il faut avoir d'autres types de protéines françaises. Donc vous voyez, là-dedans, il y a le sujet carbone, mais il y a le sujet aussi, donc carbone lié à l'alimentation animale, mais il y a le sujet aussi de notre résilience. Hein, comment je vais être résilient, comment je vais réussir à produire en France. Mais en France, pas pour dire made in France. Hein, parce que c'est pas ça le sujet. C'est plutôt de se dire je dépends pas des marchés internationaux, je régule le prix, j'ai une visibilité à 4-5 ans, etc., etc. Et puis après, c'est de se dire est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a suffisamment de protéines végétales est-ce qu'on peut produire suffisamment de protéines en France pour alimenter tous les animaux, à votre avis? Moi non, impossible. Impossible. Donc il faut baisser la consommation. Comment on fait pour baisser la consommation? On éduque. Vous savez, éduquer dans un magasin, c'est pas facile, hein. Alors, éduquer dans un magasin, ça, on peut y revenir tout de suite, hein, mais je pense que dans beaucoup de vos métiers, vous vous rendez compte qu'il y a un consommateur dans la société. Donc nous, on dit toujours que c'est le consommateur dans le parking. Hein, sur un parking de magasin, vous avez un consommateur qui a envie de sauver la planète. Tout est magnifique, etc., etc. Et puis après, il y a un phénomène qui fait que quand on a les deux mains sur le caddie, donc déjà, ça change. Et je peux vous encourager, hein, d'ailleurs, si vous voulez le faire, c'est amusant. Nous, on va sur les parkings de magasins avec mon équipe, uniquement mon équipe. On essaie de repérer une personne ou deux, voilà, en fonction des stéréotypes qu'on a un peu en tête. Et puis on va discuter, on dit qu'on est stagiaire, qu'on va essayer de voir un peu le sujet, qu'on essaie de comprendre un peu comment on fait les courses. On les embête pas, on leur parle pas, mais on suit de A à Z. Du moment où il est dans la voiture, il sort de la voiture, jusqu'au moment où il rentre dans son coffre de voiture. Et on le suit et on regarde tout. Et bien là, je peux vous dire, c'est chaud. D'accord? Donc la seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de lui parler sur le parking. De connaître un peu son voilà, comment il vit, ses engagements, etc. Dans notre équipe, ils essaient de voir s'il y a des sujets qui l'intéressent. Donc généralement, c'est gaspillage alimentaire. Un gaspillage alimentaire, c'est hyper important pour la personne. Le climat, c'est fondamental. Hein, la biodiversité, quelquefois le mot n'est pas connu, très très peu connu, etc. C'est important la sécurité alimentaire, le prix, c'est important, mais franchement, c'est pas le plus important. Bon, alors après, quand tu fais tes courses, et le local. Ah, le local, c'est fondamental. Par contre, j'étais avec une dame à Montesson hier, on l'a fait cet exercice sur un autre sujet. La dame à Montesson était hyper écolo. Elle a pris que du bio, etc. Arrivé au rayon local, on a des salades locales en ce moment, c'est quand même une saison, et ben elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris. Et donc j'avais envie de lui dire, mais pourquoi vous prenez pas le local à ce moment-là? Pourquoi vous prenez la salade en sachet? Et pourquoi? Eh ben, je lui pose pas la question. Je joue le jeu jusqu'au bout. Mais vous voyez qu'il y a une incohérence. Il y a une claire incohérence entre ce qu'on a envie de défendre sur le parking et ce que l'on est dans la réalité. Et donc nous, on a ça à jouer avec. On a des gens qui veulent être végétariens, mais ils achètent de la viande. Hein, donc, et ça, c'est une dynamique qui est compliquée pour nous. À votre avis, on peut faire quoi quand on est un distributeur pour essayer de... Si on ne peut pas éduquer, comment on fait? Il y a moins dans les rayons. Bonne idée. Très bien, ok, d'accord. Ok, creusons l'idée. Alors, je vais réduire la quantité de ce que je vends. Qu'est-ce qui va se passer mécaniquement? Ils vont voir ailleurs. Vous savez, moi, j'ai mené une opération, c'était pas en 2019, dans 10 magasins. J'ai supprimé concombres et tomates sur décembre, janvier. 10 magasins. Bio. D'accord? Tomates, concombres, bio. Enfin, pas tomates, j'ai dit concombre, non? Non, courgettes, tomates, novembre, décembre, bio. Catastrophe. Pour moi, c'était évident qu'on n'allait pas continuer à vendre des produits hors saison comme ça. Ça a été une catastrophe. J'ai perdu 20% du chiffre en bio. Je me suis dit, et j'avais dit à tous les magasins, ne vous inquiétez pas. Les gens ne vont pas acheter bio, ils vont pas le voir, ils vont aller acheter au conventionnel. Non, plus 3% en conventionnel uniquement. Donc les gens sont allés ailleurs acheter les courgettes et les tomates bio. Ah bon, pourquoi?
Ah bah, oui, mais, et ouais, mais, et, et, et imaginez le consommateur bio qui arrive devant un magasin qui a écrit je ne vends pas de produits de courgettes et tomates hors saison quand ils sont bio, et qui se dit mais ils nous emmerdent et qui nous insulte. C'est chaud. C'est chaud. Donc si, bon, imaginons, j'enlève la côte de bœuf. J'enlève la saucisse au moment du barbecue. J'ai une chance ou pas? Non, j'ai aucune chance. Franchement, j'ai aucune chance. Et franchement, est-ce que j'ai résolu un problème environnemental? Non, parce que si vous aviez écrit, si il est vendredi, qu'il fait beau, que samedi vous faites un barbecue, vous avez écrit saucisse sur votre barbecue. Et franchement, vous allez la trouver, Carrefour ou autre. Donc vous avez aucune chance. Sérieusement, ça c'est tous ceux qui me demandent, bah, vous devriez supprimer ça. Bonne idée, supprimez ça, supprimez. Ils se trompent, d'accord? Vous supprimez le Coca dans un magasin. Vous imaginez que vous supprimez le Coca dans un magasin, c'est acheté ailleurs, d'accord? Vous supprimez Nutella. Vous avez vu Nutella? Nutella, j'ai 3 alternatives au Nutella aujourd'hui en magasin, moins cher. Et franchement, elles sont très bonnes. Et ben Nutella il est en croissance, d'accord? Nutella est en croissance. Donc il faut arrêter ça. Ça c'est une utopie. Il faut revenir à la vie réelle. Et donc dans la vie réelle, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, pardon. Ouais, ce serait possible. Ce serait possible d'avoir un accord de place. La seule difficulté qu'on aurait, c'est... Non, ouais. C'est sûr que c'est pas mon sujet préféré. Bonjour, j'ai une idée. Qu'est-ce qui serait difficile? Comment? Bah, l'accord de place, après, voilà, on pourrait. Les marchés, tout ce qui est vendeur autre, hein, quand je dis accord de place qu'on a fait nous, c'est un accord de place entre distributeurs de la GMS. J'ai quand même comme compétiteur sur le fruit et légumes, j'ai quand même les marchés, hein, j'ai quand même tous les halles, tout ça, etc., c'est énorme. Vous savez, Rungis n'est qu'une société d'import, hein. Rungis ne fait que de l'import. Rungis, c'est énorme dans le marché. Donc j'aurais ça, mais à la limite, je trouve un accord de place, c'est peut-être possible, ouais. C'est possible. Qu'est-ce que. Oui. Ouais. Si, on a parlé avec eux, qu'est-ce qu'on leur dit? Le seul problème de Ferrero, c'est quoi? Pourquoi on n'aime pas le Nutella? Le produit en lui-même, bon, ok. C'est l'huile de palme. Et qu'est-ce qu'ils répondent à l'huile de palme? L'huile de palme, elle est. C'est clair, c'est le leader mondial de l'huile de palme certifiée. D'accord? Ils ont une huile de palme durable qui vient de zones non déforestées. Donc vous dites quoi? Bon alors, donc t'as quoi comme autre problème? Bah c'est pas bon ton produit. Ah c'est pas vrai, je fais 9%, les gens m'aiment bien. Qu'est-ce que t'as? Pas bon pour la santé? Bah achète du chocolat et mets du beurre dedans. Tu vois? En fait, c'est compliqué, hein. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et donc, quelle serait la solution alors? Augmenter les prix? Bonne idée! Non. En fait, la situation, moi, à ce jour, à ce stade de la compétition, j'ai pas d'autres idées que de proposer des alternatives. Proposer des alternatives. Et imaginons un rayon, hein, vous voyez, un linéaire de 1 mètre. Et quand l'alternative, elle fait ça au départ, bah, de la faire grossir. Et de mesurer la distance qu'elle parcourt, en fait. Par exemple, vous avez. Alors, Nutella, ça marche pas, je vous le dis. Nutella, ça marche pas. Nutella cartonne. Donc, j'ai du mal à vendre Stracciatella, comment ça s'appelle? Nocciatella, Carrefour. J'essaie de vendre Carrefour. Voilà. Ouais, 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 ouais. Le lait? Mais non, qu'est-ce qu'on a comme interdit au lait? Vous voyez pas apparaître sur vos tables d'autres laits? Enfin, d'autres laits, on a pas le droit de dire lait. Vous avez pas vu toutes les boissons qu'on développe, etc., etc. Vous avez pas vu que quelquefois, bah oui, et donc, et on n'est pas, on développe un tas de, en Espagne, plus en Espagne, en France, on n'a pas ce qu'on appelle on n'a pas fait des barres à lait. Hein, c'est pas des barres à lait vraiment. Hein, il y a le lait qui reste au rayon lait, et puis après il y a il y a d'autres boissons alternatives. Donc on propose aux consommateurs d'autres boissons alternatives, les boissons au soja, les boissons au riz, les boissons à l'avoine. On développe l'alternative. Et les grands du lait s'y mettent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les grands du lait s'y mettent. Bell se met
à avoir des produits qui sont des produits alternatifs. Unilever se met à avoir des produits qui sont des plant-based products. Et donc, à vous de stimuler ce qu'on appelle le plant-based. Et donc, on a fait un concours, par exemple, dernièrement de start-up du plant-based. On a eu 280 entreprises qui nous ont proposé leurs produits et qui nous proposent des trucs incroyables. Le truc le plus incroyable, du faux poisson pané. Vous voyez le poisson pané? Bon, le poisson pané, peut-être que vous tous, si vous êtes engagés, vous n'en achetez jamais. D'accord? Mais ok, moi non plus. Mais imaginez que moi je ne représente pas mes clients, que mes clients, c'est 98% des gens, hein, et qu'ils sont vraiment pas comme moi. Mais ils achètent du poisson pané en quantité monstrueuse. Hein, c'est comme ils achètent des poulets rôtis. Vous achetez des poulets rôtis, vous? Eh ben, vous êtes pas représentatif de la société française. Hein, le poulet rôti, c'est une des premières ventes du rayon traiteur. On en vend des milliers. Hein, donc, ouais. Et le poulet est déjà rôti. C'est une des top ventes de tous les secteurs et dans le monde entier. Et c'est les clients des supermarchés. Après, des marchés de ville aussi. Hein. Quand vous voyez l'émergence des poulets rôtis, vous voyez que bon, ça marche bien. Euh, oui, l'alternative. On a développé un système, un concours en fait de produits plant-based pour essayer de trouver les meilleures alternatives. Et donc il y a des alternatives au cabillaud pané, il y a des alternatives aux nuggets, alternatives aux burgers. Dedans des produits transformés, du soja, d'autres protéines, etc., etc. Et donc et là on a tenté il y a 2 mois. On a tenté de. Vous arrivez au rayon dans 2 magasins à Saint-Marcel, là on va Paris. Vous arrivez, vous demandez un steak haché au boucher. Et le boucher vous dit, vous voulez un steak, vous voulez végétal ou animal? Et on a réussi à en vendre végétal. Mais on a réussi 1 sur 10. 1 sur 10. Mais je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il faut se satisfaire de ces petits pas. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt bien. Vous voyez, par exemple, le rayon papier toilette. Là, au moins, tout le monde est concerné. Le rayon papier toilette, regardez-le bien. Si, il y a 10 ans, il n'y avait pas le logo FSC. Il n'y avait pas le logo de forêt durable. Maintenant, 100% est en forêt durable. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, il y avait 25%. Maintenant, c'est 100%. C'est quand même pas mal. Regardez hygiène féminine. Hygiène féminine assez récemment. Regardez bien le changement de consommation. Alors, plutôt les femmes qui connaissent peut-être ce rayon, mais vous allez voir, moi, il y a 5 ans, il y a 6 ans, ouais, c'était 2018, 2018, je faisais le pari que c'est impossible que l'hygiène féminine reste non bio. Un coton no bio. Un truc incroyable. Et regardez bien le rayon, comment il est en train de changer. Je suis persuadé que si aujourd'hui vous faites de l'hygiène féminine, ce qui est un marché massif, hein, comme les couches pour enfants, etc., si vous en faites non bio, vous n'avez aucune chance dans le futur, c'est certain. D'accord. Donc, voire même la remise en question de ces produits-là. Mais là, pour l'instant, j'en suis juste au changement, au petit truc que vous voyez à un moment, qui va devenir très gros, et qui va devenir massif. Hein, donc, et c'est ça notre job, hein, c'est d'essayer de trouver une alternative qui va devenir massive. Et vous voyez, par exemple, vous voyez les salades en sachet là. Vous voyez, plein de plastique. Vous voyez là? Ben, j'ai tenté en papier. J'en ai tenté un en sachet papier, mais sans fenêtre. Bon, catastrophe. Et donc 50%. On voit pas ce qu'il y a dedans, avec crudette. Mais j'ai fini? Oh, oui, c'est très intéressant, mais je dois laisser place. Désolée. Mais vous avez encore la table ronde de 3/4 d'heure tout à l'heure. Oui, bien sûr. Et bah ouais, plantade, je me suis planté. Mais je ne suis pas vraiment planté, je pense. Je pense que vous allez voir un jour, on y arrivera. Donc là maintenant on revient avec Crudette et Florette, on revient avec un salade en papier avec une fenêtre. Mais le marché il va changer vers le papier fenêtre, d'accord, tac tac, et il reviendra au 100% papier un jour. Mais ce marché-là il doit changer. Donc alors pour conclure, vous voyez peut-être que ce que nous on a à faire sur l'offre du scope. Ouais, ça c'est une catastrophe, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est monsieur qui me relance. Hein, j'ai lancé une bouteille en PET 100% recyclée, c'est-à-dire qu'elle est grise. D'accord. Et je l'ai mis le premier jour où j'avais eu le prototype, je l'ai mis sur la table de la salle du petit déjeuner quand ma belle-mère et mes parents étaient là. Et ils m'ont demandé où était le lait. Et à ce jour-là, je me suis dit, ça va quand même être galère. Ça va quand même être galère. Mais on l'a tenté. Et j'en ai acheté 370 000. D'accord. Et donc, il a fallu les vendre. Et j'arrive pas à les vendre. J'arrive pas à les vendre. Les clients, dans un rayon de lait complet, tout blanc, ils n'arrivent pas à prendre la bouteille grise qu'ils estiment être une bouteille de white spirit. Voilà. Et donc, en fait, on va la rechanger. On va faire 50% recyclé. Elle va être un blanc cassé.
Et puis progressivement, on va changer la couleur de tous les emballages pour qu'ils reviennent au gris progressivement. Mais ça va prendre plus de temps. J'ai voulu être un peu trop rapide. C'est peut-être un peu un autre point sur la partie scope 3 produits. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que d'abord, c'est trouver une alternative, la placer en rayon au bon prix et de la faire grossir. C'est ce qu'on fait sur le vrac, ce qu'on fait sur la consigne, c'est ce qu'on fait sur tous les exemples que je vous ai donnés. Peut-être le meilleur exemple, c'est la banane bioéquitable. On en est à quasiment 50% de vente de bananes bioéquitables, alors qu'il n'y a pas 50% de clients écolos chez nous. Donc ça, c'est énorme. Et puis le deuxième, c'est de se dire qu'il faut que le client soit prêt. Il y a des trucs que je lance, le dentifrice sans carton. Il y a 5 ans, moins 20% de vente. Et maintenant, je l'ai enlevé avec Oral-B et les ventes, elles augmentent de 15%. Le vrac, ben là, on a lancé le vrac nouvelle génération. Un vrac de 10 à 20% moins cher. Et avec des marques nationales. Avec des marques connues, genre Michel Augustin, Bénénos, etc. Et ça marche.